Au programme de ce 29e épisode de Dans la zone, d'abord le débat du match PSG-OM et cette finale perdue. Êtes-vous dégoûté de la défaite? Ariles aura son mot à dire sur la séance de pénaux. Malgré tout, pouvons-nous voir des signes d'espoir dans les retours de Gouiri, Medina et Traoré dans l'effectif? Puis nous enchaînerons avec deux sujets mercato. Faut-il laisser partir Pierre-Emile Højbjerg de l'autre côté des Alpes à la Juventus contre une grosse somme? Et enfin, Abdelli aurait-il choisi vraiment l'OM? L'international algérien, toujours du côté du Maroc pour la CAN, est-il une bonne recrue pour l'OM? Installez-vous bien, je suis avec Ariles et Lilian pour ce 29e épisode de Dans la zone, votre podcast hebdomadaire. Abonnez-vous, likez et partagez. Commentez pour donner votre accord et les désaccords sur nos avis parfois pertinents, parfois catastrophiques, ça peut arriver. Nous vous lisons toujours avec plaisir. DLZ numéro 29, c'est parti. On commence avec le match d'hier soir au Koweït entre le PSG et l'OM. C'est une affiche qu'on connaît tous, qui effraie parfois contre donc notre plus grand rival. Mais plus on avance dans les années, plus l'écart semble se resserrer. Mais il nous rattrape toujours à la dernière minute comme hier. Mais voilà, le scénario a été cruel dans cette finale de Trophée des Champions. Lilian, est-ce que tu es dégoûté malgré le fait que l'enjeu ne soit que, entre guillemets, le Trophée des Champions? Alors écoute, même si bon, le trophée des champions, n'est pas forcément un trophée qui m'attire parce que la manière dont on participe est pas dingue. Mais outre ça, obligé d'être quand même déçu. On a joué le Paris Saint-Germain, donc peu importe, comment on perd contre le Paris Saint-Germain, je serai toujours déçu. Maintenant, il y a quand même, des motifs d'espoir, si on prend le contexte de ce match. Il y a eu de très bonnes choses, on va en parler après. Donc je suis déçu, mais vas-y, on peut garder certaines choses quand même. Peut-être Ariel, le début de quelque chose. désabusé, toi? Sincèrement, j'ai regardé ce match avec, le détachement qui marque un peu mon rapport à l'Olympique de Marseille, ces dernières semaines et ces derniers mois et j'ai quand même réussi l'exploit d'être, légèrement dégoûté à la fin. C'est-à-dire que je partais du principe que j'en avais rien à foutre de l'issue du match, dans le sens où, enfin, c'est un trophée des champions. C'est pas non plus, on va dire, un classique, de championnat ou je sais pas, un match de Champions League ou un match décisif, enfin, ça reste un trophée qui relativement pour les clubs qui sont censés être habitués à gagner des titres, est un trophée en bois. Bon, après, on se rappelle quand même qu'on supporte l'Olympique de Marseille et c'est un club qui a pas gagné de trophée depuis 14 ans et qui a tellement pas, l'habitude de jouer ce genre de rencontre parce que je rappelle que c'est que la 3e finale, sous Franck McCourt avec la finale d'Europa League 2018, le trophée des champions, 2021 et donc celui-ci et qu'on a tellement pas l'habitude d'en jouer qu'il y a des supporters qui étaient surpris du fait d'apprendre que c'est un trophée dont le but est de se jouer à l'étranger pour promouvoir le championnat, que, au final quand même, bon, bah, ça fait énormément de chier de pas prendre de trophée, et de prolonger, cette série, on va dire, de saisons sans en remporter. Parce que quand même la dernière saison où tu remportes un trophée national, c'était, 2011-2012 et c'était la coupe de la Ligue et je trouve que d'une certaine manière, même si c'était, qu'un simple trophée des champions, ça rentrait un peu, dans, le bagage de l'Olympique de Marseille de ces dernières saisons, de mettre fin aux séries honteuses qui, illustraient les 10 dernières années du club. Il y avait eu, les séries, face à l'Olympique Lyonnais auxquelles on avait mis fin avec André Villas-Boas et qu'on a perpétué un peu avec le mandat de Pablo Longoria. Il y avait cette série face au Paris Saint-Germain à laquelle on a mis fin, avec Villas-Boas, avec la victoire en coupe de France et même lors du dernier match et peut-être que gagner ce trophée-là, ça pouvait, re-inculquer au sein du club, une pseudo, mentalité de vainqueur ou en tout cas, nous mettre en tête, nous permettre de voir un jour au moins quand même un joueur de l'OM porter un trophée. Je pense que ça aurait pas fait de mal. Donc, oui, je suis vraiment passé d'un sentiment de désintérêt à une s ben, j'étais pas non plus, abattu, mais un bon seum quoi, on va dire. Je pense Un que bon seum. beaucoup d'entre nous, comme toi d'ailleurs, peut-être Ariles, avons imaginé, Aubameyang la soulever, ou même, Højbjerg ou même Balerdi, voilà, qui est au club depuis maintenant, 6 ans. Ça fait quand même, longtemps qu'il est là et bah, c'est encore plus douloureux, de monter si haut et de redescendre aussi bas. Après ce but à la 95e, on le rappelle, de Gonzalo Ramos, qui n'en est pas
à son coup d'essai contre l'Olympique de Marseille. On le rappelle, l'OM qui était en défense à 5 avec un double pivot ensuite au milieu Højbjerg-Kondogbia et le retour évidemment d'Amine Gouiri à la pointe préférée à Aubameyang. C'est Ousmane Dembélé qui avait ouvert le score, à la 13e minute, après une erreur individuelle, plus, de Rulli, à reprocher à Rulli qui met un parpaing dans les pieds à Medina et ensuite Greenwood réduit, en tout cas revient à hauteur du PSG, sur pénalty à la 76e et ensuite il y a le, fameux, but où l'OM repasse devant, le CSC provoqué par Ahmed Junior Traoré sur un appel d'Aubameyang et ensuite la crucifixion, on va dire, de Gonzalo Ramos, sur la contre-attaque après un manqué d'Aubameyang devant Lucas Chevalier. Lilian, est-ce que toi, tu as envie de tirer quand même du positif, tactiquement, dans les intentions de jeu, dans ce que tu as vu sur le terrain, malgré ce scénario, catastrophe? Ouais, c'est quand même toujours je tiens à préciser que c'est difficile pour moi quand même après une défaite en finale contre le Paris Saint-Germain d'avoir des trucs positifs, mais oui, il y en a. À partir du moment où Lucas Chevalier a fait, un match, extraordinaire, un match, niveau Ligue des Champions, heu, bah, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu as eu peut-être plus d'occasions franches que le Paris Saint-Germain. Alors même si je pars aussi du principe qu'ils ont une certaine maîtrise ou expérience, je sais pas, c'est les peut-être les 2, un peu des 2. Je pense que, ouais, c'est positif. C'est peut-être un des matchs où on a été les plus dangereux contre eux depuis un petit moment. Donc non, c'est quand même positif. Après, je pense qu'on manque, d'expérience. Concrètement, on manque d'expérience alors qu'on a des joueurs d'expérience. C'est pour ça, on en parlera j'imagine plus tard, que je pense qu'il faut peut-être pointer du doigt certains cadres aussi. Je pense qu'il y avait mieux à faire dans ce match, dans le résultat forcément, parce que le contenu est loin d'être dégueu. Il est même, j on a perdu, mais il est quand même satisfaisant parce que en fait, moi personnellement, il y a plusieurs moments où j'y ai cru. Il y a plusieurs moments où j'y ai cru. Je trouve que, heu, De Zerbi, a dans d'une certaine manière réussi à galvaniser son groupe pour, faire un bon début de match. Je trouve que le début de match était bon, alors que c'est peut-être un de nos défauts. Alors oui, on prend le but, de Dembélé, via une erreur de Rouli qui est en train de baisser en régime depuis, quelques semaines. Mais non, concrètement, il y a pas mal de choses positives, par rapport au match d'hier soir. Notamment dans les intentions, Ariles? Dans la combativité, par exemple? Moi, je pense que dans la réalisation, dans le contenu, c'est, tout simplement, un des meilleurs matchs de l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi au terme, des 18 premiers mois de son mandat et je pense plus généralement, l'une des meilleures, si c'était la meilleure prestation de l'Olympique de Marseille, face au PSG sous QSI, depuis le rachat, par Franck McCourt en tout cas et sous le mandat Pablo Longoria, dans la complétude de la rencontre. Je pense qu'il faut distinguer 2 choses quand on analyse cette rencontre, c'est la finalité du résultat, parce que c'est toujours prépondérant dans le football, comme l'objectif de ce sport, ça reste quand même de remporter des matchs. Encore plus quand il s'agit d'une finale, parce qu'il y a un trophée à la clé. C'est pas, 3 simples points dans une saison, en Ligue 1, quoique on voit l'importance que ça a de prendre des points, chaque week-end quand tu regardes le dernier match face à Nantes en Ligue 1, où l'écart se crée, notamment avec, le RC Lens et justement ce Paris Saint-Germain-là. Mais, on a vu en tout cas sous Roberto De Zerbi, beaucoup de matchs où on va dire qu'au niveau de la réalisation, on avait des prestations qui étaient, irrégulières sur 90 minutes. On a eu des matchs où on a réalisé des entames de match dégueux et où on a fait des 2e, 1 mi-temps, réussies ou des 60 dernières minutes réussies. Je repense au match contre Newcastle, par exemple, où l'entame de match, elle est très compliquée. On a fait des matchs qui étaient, franchement, très séduisants sur les 70 premières minutes et puis les 20 dernières, on a un peu plus subi. Je repense justement à ce match, de septembre face au Paris Saint-Germain. Mais un match où sur 90 minutes, j'ai l'impression que si tu découpes le match en 3 parties, tu domines ces 3 parties-là et je pense que c'est le cas, hein. Je ne sais pas si c'est peut-être ma perception qui est tronquée. J'en ai pas souvenir et je pense que si tu découpes ce match en rounds, j'ai l'impression que l'OM remporte tous les rounds. Alors oui, il y a peut-être un moment de flottement après le but que tu encaisses où, justement tu vois que, bah, les joueurs ont un peu pris un petit coup du fait qu'ils faisaient une bonne entame de match et que, Rouli fait justement cette erreur. Il y a bien évidemment,
ces 5 dernières minutes qui sont, quand même assez honteuses, je trouve. Mais face au Paris Saint-Germain, j'avais pas souvenir, d'une prestation, aussi complète. Peut-être que justement, c'est cette déconnexion entre la qualité du contenu et la finalité du résultat qui fait que, bah, peut-être que le match est tellement réussi que tu en oublies que c'est une finale, et que tu oublies que c'est le Paris Saint-Germain en face. Je trouve que Lilian a dit un truc très intéressant lorsqu'il a parlé de la qualité du match de Chevalier. C'est quand même quelque chose d'assez édifiant que l'homme du match soit le gardien du PSG. Et il me semble que c'est pas arrivé 15 fois, dans des classicos. C'est peut-être même la première fois qu'un gardien du PSG fait la différence, dans un tel match. Normalement, dans ce genre de match, c'est plutôt censé être, le gardien de l'équipe qui n'est pas favorite, qui est censé te faire gagner. C'est quand même assez surprenant. Et bon, moi je trouve sincèrement que c'est un match qui est réussi, Benatia l'a dit en zone mixte, et d'ailleurs, Luis Enrique a confirmé ses propos en disant que l'OM avait été supérieur au Paris Saint-Germain. Il faut savoir que dans le 11 du Paris Saint-Germain, tu avais quand même 10 des 11 joueurs qui avaient été là sur la finale de Ligue des Champions. Il manquait que juste, Achraf Hakimi, donc c'était une équipe très sérieuse. Même un joueur comme Zahir Emery qui était du coup celui qui remplaçait Hakimi au poste de latéral droit, on a vu que c'était, un latéral droit assez solide. Il a rendu la tâche assez, difficile à Paixão. Et moi, j'ai beaucoup aimé le visage de l'Olympique de Marseille, notamment, surtout sans ballon, avec cette idée d'aller les chercher haut en faisant du 1 pour 1, avec des phases de pressing hautes. On les a vus jouer long pas mal de fois. On a vu justement que sur les seconds ballons, du fait qu'on avait des joueurs qui étaient, plus grands, on va dire, et dominants physiquement, bah, on récupérait les ballons. Sincèrement, j'ai vraiment apprécié le match de l'Olympique de Marseille et voilà ce qui je pense qu'il y a une raison qui fait qu'on est dégoûté de ce match, c'est qu'on méritait de le gagner, quoi. Si tu mènes 2-1, mais que, le match, tu l'as un peu volé parce que tu as marqué sur 2 coups de pied arrêtés, alors que tu t'es fait dominer pendant, je sais pas, pendant 70 des 90 minutes. Bon, je pense que tu es pas aussi dégoûté qu'on l'est, après cette rencontre où justement, bah, voilà, le contenu, il était très bon. Donc moi, je sais pas ce que tu en penses, Tito, mais sur le contenu, j'ai rien à dire en fait, Mmh. l'analyse du match et l'analyse des points négatifs, il va se limiter à des prestations individuelles, à des entrées, à des erreurs, heu, qui proviennent en plus de cadres de l'équipe et c'est ça que je trouve assez dérangeant. Mais sinon, j'ai rien à dire sur la proposition collective, elle est très bonne. J'allais parler du fait qu'il y a des choses qu'on a évidemment mieux fait qu'eux, notamment j'ai envie de souligner les transitions offensives. Par contre, j'allais comparer aussi notre maîtrise du ballon, notamment, à la relance, mais je pense que ce serait pas très pertinent de comparer, le fait que la nôtre soit un peu brouillon à celle, du PSG qui est évidemment l'une des mieux rodées d'Europe et du monde actuellement. Donc voilà, il y a des aspects quand même où on a été extrêmement bons et je suis assez d'accord avec toi, Ariles, sur ce point-là. Et c'est pour ça que à la fin du match, je me suis dit: «On reviendra plus fort». Lilian à la fin, enfin au moment où Ariles parlait du découpage du match en 3 parties, en 3 rounds, je t'ai vu faire la grimace un peu, à ce moment-là où Ariles a dit qu'on gagnait ces 3 rounds. Toi, tu n'as pas l'air d'accord. Oui, tu semblais vouloir dire que dans les intentions, on avait été au-dessus. Par contre, dans la maîtrise global, tu penses que le PSG a été au-dessus? En C'est bien fait, ça? ce qui me fait dire ça, mais je pense que c'est en réfléchissant, je pense que c'est le résultat du match qui me fait penser ça. Parce qu'en fait, je me dis, tu vois l'histoire des rounds, moi j'aurais dit: «On gagne 2 sur 3». Mais en même temps, on a quand même assez bien géré les temps faibles, je trouve. Mais quel round on ne gagne pas? Justement. Bah, forcément, Le chaos? peut-être c'est le moi je dirais le 2e, si on devait le diviser en 3. Oui, 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 le deuxième parce que Le ton 2e. entame de match quand même, elle est assez imposante et il y a la stat sur les corners qui l'illustre. Tu as 10 corners au bout Eh oui. de 35 minutes, je crois. Mmh. Enfin quand même, la séquence des corners, je sais pas si vous voyez c'est laquelle, Ouais. en 1re mi-temps vers la 30e minute de jeu où je crois que tu enchaînes 4-5 corners et ça illustre quand même une forme de domination parce que quand même pendant 5-7 minutes, tu es quand même dans la première partie de terrain parisienne et même sur les retours de corner, c'est toi qui as les occasions. 12 Heu, corners pour l'OM en première. Et je pense que, sous De Zerbi, on n'a jamais été aussi dangereux sur corner. ouais, c'est non, Ça, c'est c'est ça peut-être le et gros bon point fort du ap ap match, je trouve, après la situation la plus dangereuse, c'est une tête de Balerdi de souvenir C'est et ça. encore une fois, on en revient à un arrêt de Lucas Chevalier mais si Lucas Chevalier est aussi brillant et qu'il est autant mis en valeur par, l'équipe ce matin, c'est aussi parce que l'Olympique de Marseille l'a énormément sollicité et j'ai plein de situations qui me reviennent en tête, ne serait-ce que, 2 situations qui se suivent,
en deuxième période où tu as, Amine Gouiri qui fait un centre entrée de surface pour Igor Paixão qui met une tête. Puis derrière, Amine Gouiri sur l'action d'après qui rentre à l'intérieur et qui frappe, sur Chevalier. Tu as une situation, il fait, une double parade, je me rappelle plus exactement c'est à quel moment. En première période, tu as Emerson qui est trouvé intérieur qui frappe sur lui. Franchement, des situations concrètes qui auraient pu, qu'on peut considérer comme des grosses occasions. Après, je ne sais pas comment les outils statistiques, les, SofaScore, ils choisissent des situations pour dire ça c'est une grande occasion, ça c'est une grosse occasion, ça c'est une moyenne occasion. Mais des bonnes occasions, tu en as eu franchement pas mal, heu et quand tu regardes le résultat, tu en as eu trop pour ce que tu as donné concrètement. Parce que finalement tu mets 2 buts, mais il y a un des 2 buts, c'est un penalty. Et le deuxième que tu mets, je pense que tu as 3 situations qui sont à peu près similaires, voire 4. Parce que, par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang, on a beaucoup parlé de la situation de fin de match parce que, bah, en fait, c'est celle qui cristallise, le dénouement de cette rencontre. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille a la balle du 3-1, mais Aubameyang décide de rentrer à l'intérieur et oublie qu'il a 35-36 ans et que, Pacho, il va plus vite que lui. Et derrière le PSG marque, mais il me semble que juste avant, il y a une situation où il est trop court et il y a à peu près le même truc et puis tu as O'Reilly, entre les 2. Franchement, en termes de situation et d'occasion, tu en as eu beaucoup. Là où, par exemple, le Paris Saint-Germain, j'ai en tête, Nuno Mendes quand il fait la course croisée et qu'il met, je sais plus s'il met une tête ou s'il met une frappe. Tu en as également en deuxième mi-temps. 5 grosses occasions, pour le PSG et 4 pour l'OM, Ariles, mais selon SofaScore, comme tu dis, on sait pas comment elles sont Ouais. on sait pas trop, voilà. Après, tu as un moment où tu as une frappe également qui touche le poteau, donc peut-être que les actions parisiennes, je les sous-estime parce qu'elles m'ont marqué et parce que j'ai le prisme olympique de Marseille. Et franchement, en première période, sur l'entame de match, c'est affolant et j'avais pas souvenir d'une entame de match où tu avais autant dominé, même si justement tu as le but de Dembélé qui intervient à la 13e minute de jeu. Mais tu as beaucoup d'occasions et tu peux t'en mordre les doigts. Si tu pas beau Mmh. on n'a pas beaucoup de classiques où on peut s'en mordre, autant les doigts, d'avoir eu autant d'occasions et de pas les avoir Et transformées. d'avoir fait Et autant jeu égal, je trouve. bah, moi j'ai pas souvenir de matchs comme ça. Il y a celui de 2017-2018 où tu fais un 2-2 à la dernière minute et justement où tu te fais climatiser par Edinson Cavani. Mmh. Mais là, par exemple, je sais pas, on prend les classiques où on a fait des matchs nuls sur les dernières années. Je sais pas si, Lilian, Tino, vous en avez en tête. Moi, j'ai les 2 sous Sampaoli. Ouais. Heu, On prend la flotte. je sais plus si le deuxième match, on fait match nul ou pas? Au Parc des Princes? Oui, sous Sampaoli avec un but de Tchaleta Tzarla, tout à fait. On fait 1-1, on fait pas On on fait un perd pas partout. 2-1? On fait un partout et on doit gagner 2-1 parce qu'il y a un but de Saliba, mais qui est refusé. Enfin, on doit Parce que gagner. Il je y a me quand même rappelle de la main de Rongier, mais en fait, je me demande si le PSG met un deuxième but ou pas. Bref, j'ai ces 2 classiques en tête. Sincèrement, on doit gagner aucun des 2. Même s'il y en a un où on est à 11 contre 10 et il y a des situations, je me rappelle de Conrad et cetera. Franchement, tu neutralises le PSG, mais tu es pas dominant. En fait, neutraliser le PSG, on l'a fait sur beaucoup de classicos, ne serait-ce que le dernier. Mais avoir autant de volume d'occasion, peut-être que tu neutralises pas autant le PSG, mais avoir autant de volume d'occasion sans te faire ouvrir, C'est rare, c'est très rare. très, très Et rare. c'est là où c'est louable et je suis désolé de parler beaucoup, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on le je sait, t'inquiète, m'exprime un peu. c'est pour ça. Mais, dans la continuité des deux derniers classiques, donc on prend les 3 classiques sous Roberto De Zerbi, il y en a un qui est complètement raté. Alors certains diront que c'est conditionné par l'arbitrage, bon, on va pas refaire le match. Celui de mars, je crois, heu, en 2024-2025, je trouve que c'est un bon classique et tu perds 3-1 ou 2-1, je sais plus. Mais c'est un bon classique, c'est un classique où tu peux faire match nul et puis tu es contre une équipe qui est dans son moment fort de sa saison, qui va aller chercher la Ligue des champions derrière et qui marche sur tout le monde, qui roule sur tout le monde à ce moment-là. Celui de septembre, il est bon, enfin il est très bon d'ailleurs, tu le gagnes, mais à nuancer parce que du coup, il y a le ballon d'or, il y a les blessés et sincèrement, l'équipe du PSG que tu affrontes, si on regarde le papier comparé à celle qu'on a affrontée hier, c'est pas du tout la même et celui-là, dans le contenu, encore une fois, il est bon et tu dois le gagner. Tu dois le gagner donc Mmh. si on prend la tendance des classiques, bon, bah, sur le papier, il y a écrit qu'on a perdu 2 des 3 classiques, quoique ça compte comme un match nul, celui d'hier.
mais tu as quand même une amélioration face à ton rival qui vient de vivre la plus belle année de son histoire de l'histoire de son club. Donc c'est ça qui est assez paradoxal. C'est paradoxal et rassurant peut-être, on va en parler, juste après des retours, de Ah, je ne pense Gouiri. pas et c'est ça qui est je pense Bah pas que ce soit rassurant et c'est encore plus paradoxal. bah, là où tu enregistres des qu'est-ce que tu entends par, le fait que c'est pas rassurant, justement, Ariel? C'est pas parce que c'est ça encore qui est encore plus étonnant, c'est que je suis en train de louer l'Olympique de Marseille et ses résultats face au Paris Saint-Germain, mais pour moi, un match face au PSG dans dans le, dans l'environnement tactique actuel de l'Olympique de Marseille, ne peut pas servir de match référence. Ce qui fait la différence entre le match contre le Paris Saint-Germain et le quotidien de tes matchs en Ligue 1, c'est que le PSG, ils viennent te presser. Mmh. Et on en revient au problème du football de Roberto De Zerbi. Par exemple, quand je regarde Twitter à la fin du match, il y en a qui disent: «Oui, avec Roberto De Zerbi, on fait du football, faut regarder quand l'équipe adverse, elle joue». Ouais, mais en fait, le problème de l'Olympique de Marseille, c'est qu'en Ligue 1, tu as un club dominant et que la plupart de tes matchs, les équipes, elles viennent pas presser et comme elles ont compris qu'il fallait venir te presser pour que tu leur poses problème, elles le font pas. Donc en fait, ce match-là, il peut pas servir de match référence et encore une fois, il colle un peu à la double identité de l'OM de Roberto De Zerbi, c'est qu'il y a un OM, on va dire, face aux équipes qui sont protagonistes. Par exemple, on prend typiquement en Champions League, où tu es tombé que contre des équipes protagonistes et justement, tu as réussi à les faire sortir. Et justement, tes joueurs, ils ont eu de l'espace. Et un joueur comme Paixao, qui est pas brillant quand il y a pas d'espace, bah, il a été brillant quand il y a eu de l'espace. Où tu as fait des très bons matchs. Franchement, la campagne européenne, l'Olympique de Marseille, c'est vraiment le point fort de cette saison, moi, je trouve. Parce que même si je sais pas, on finira combien au niveau du classement et justement, on va se qualifier, je pense, enfin, je l'espère et statistiquement, on devrait se qualifier, mais tu aurais largement pu faire top 8. C'est peut-être une forme de révisionnisme parce que, avec Dessy, on peut tout refaire, mais Sporting, tu aurais dû gagner, Madrid, tu aurais dû gagner, Atalanta, tu peux gagner. Je dirais pas que tu dois gagner, mais tu peux gagner. Donc tu te dis que cette équipe face à des équipes qui ouvrent le jeu, parce que c'est la caractéristique de toutes ces équipes-là que tu as affrontées, heu, cet OM est très fort. Mais par contre, encore une fois, quand il faut être régulier en Ligue 1 et que, tu fais des matchs contre des équipes qui proposent rien et que tu te retrouves à avoir beaucoup le ballon et du coup que tu dois, trouver des espaces, contourner des blocs et que même quand tu réussis à marquer, bah, tu peux avoir ce relâchement parce que justement tu contrôles le match pendant 90 minutes et que tu peux avoir une individualité qui fait une erreur et perdre ton match à la dernière minute. C'est là où je dis que le match contre le PSG rentre plutôt dans la première catégorie des matchs contre les équipes qui font du jeu que contre l'inverse et justement je pense que tu vas être d'accord Lilian, hier le PSG à chaque fois que tu passes la première ligne de pressing, bon, il y a des autoroutes. Et c'est des autoroutes que tu vas pas avoir justement contre les équipes qui viennent pas presser. Et c'est le problème. C'est le problème, c'est comment tu trouves cette solution. Je me rappelle en début d'année avec Chinou, on avait fait une vidéo et j'avais dit: «Pour moi, l'OM est une équipe de Ligue des champions» et ça se confirme encore. Avec le match d'hier, ça se confirme encore. Alors je sais pas si on aurait pu faire top 8, mais en tout cas, on aurait pu faire, mieux et je pense que les années d'après, si le projet continue, on fera mieux que ça. Donc maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment Roberto De Zerbi va réussir à s'adapter, lorsque l'équipe n'est pas protagoniste? Et c'est ça le problème, parce que j'ai des doutes. J'ai des doutes et encore, je trouve que les équipes jouent moins bloc bas qu'il y a encore 1, voire 2, voire 3 ans. Je trouve que les équipes de Ligue 1 jouent un tout petit peu plus. Bah, Donc ah je bah, sais après sur cette problématique, on peut dire que toutes les équipes affrontent des blocs bas et que même à Manchester City, ils galèrent contre les blocs bas. bien sûr. Le truc, c'est quoi? C'est, est-ce que tu peux avoir une amélioration, qualitative, au niveau de ton milieu de terrain pour avoir justement des joueurs qui vont te permettre de faire la différence, que ce soit par la passe, qui vont être meilleurs dans les petits espaces, des ailiers un peu plus percutants. Bon, après sur les ailiers un peu plus percutants, peut-être que le fait que tu récupères Ahmed Junior Traoré qui a d'ailleurs fait Oui. une très bonne entrée, ça peut t'aider. Le fait que tu récupères un Guiri, ça peut aussi t'aider parce que c'est plus intéressant d'avoir un profil, technique bon dans les petits espaces, qui décroche, qui sait permuter comme Gouiri que des profils qui sont exclusivement des profils de profondeur et qui ont besoin d'espace, comme par exemple Pierre-Emerick Aubameyang ou Robinho Vaz. Mais c'est pour ça que je dis que en fait, ce match contre le PSG, il m'apprend rien. Sincèrement, Ah oui. c'est peut-être assez fou de se dire ça, mais moi, quand je regarde le match, je sais qu'on va leur faire mal au PSG. Parce qu'on est l'équipe qui est calibrée pour ça, tu vois? Là, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Rien à dire. C'est toujours bon, ça fait plaisir d'avoir, Arilés aujourd'hui parce que c'est vrai que ça fait peut-être longtemps qu'on n'a pas pointé Ouais, hein.
ces manquements et puis ça c'est important de revoir globalement, tous ces aspects, tactiques. Après, j'aurais peut-être juste un truc à rajouter, je sais pas ce que vous en pensez justement, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez pas qu'une des solutions, c'est justement d'être un peu plus agressif sans ballon? Ah bah oui, C'est-à-dire d'être vraiment une équipe qui fait du un pour un à chaque match. je sais pas si tu as le profil de joueur Après c'est ouais. physiquement, ça coûte énormément, on l'a vu la saison Tudor, mais est-ce que la réponse à avoir, c'est enfin, pour moi, je vois 2 réponses, en fait et en fait, c'est dans l'attitude défensive. Soit tu joues un peu plus bas et tu forces l'adversaire à se découvrir et du coup, tu piques en transition, chose qu'on essaye de faire, quand même de temps en temps. Ou soit, tu vraiment en phase défensive, tu es vraiment sur du pressing de zinzin en 1 pour 1 et moi je me rappelle de la saison Tudor, je me rappelle que, face au bloc bas, on avait du mal lorsqu'on était en attaque placée. Par contre, le fait de presser et de récupérer des ballons hauts et de se créer des situations immédiates, ça nous aidait beaucoup contre ce genre d'équipe, et on récupérait pas mal de points. On avait eu du mal contre les 3 derniers, mais ça, je sais pas comment on pourra l'expliquer, mais par contre, on avait cette faculté justement par la débauche d'énergie et j'ai trouvé que, l'OM, sous De Zerbi l'a fait et c'était par exemple le mois de décembre de la saison passée où tu étais repassé à 5 et je trouvais que on était vraiment beaucoup plus agressif, sur les phases sans ballon, phase défensive et je trouve que ça peut être un des moyens de compenser ça. Moi, je n'ai Et pas de diplôme d'entraîneur, j'ai pas de doctorat en football de possession et en destruction de bloc bas, mais je pense que ça peut être u une j alternative, hein. pardon Lilian, je me pose juste une question et d'ailleurs tu pourrais répondre en me reprenant, mais je me demande si, la lucidité que te fait perdre une grosse débauche d'énergie à la récupération n'est pas justement incompatible avec, le football de De Zerbi où tu dois avoir beaucoup de lucidité pour, pour contrôler cette relance, faire ses attaques placées. La question est peut-être bête, mais je pense que c'est Non, une pas du tout, piste. En pas fait, du tout, elle est très pertinente. c'est difficile. C'est difficile parce que je me dis déjà mettre en place tout ça là maintenant, je trouve que c'est très risqué. On a beaucoup de matchs, donc très peu d'entraînement. Physiquement, les joueurs, est-ce qu'ils vont tenir? J'ai du mal à croire que là, maintenant, c'est possible de je force un peu le trait, révolutionner, cet aspect sans ballon, on peut faire mieux. Peut-être peut-être que en fait, là, moi, où j'attends de Zerbi, là, maintenant, c'est de l'ingéniosité, en fait. Là, je pense qu'il faut qu'il nous surprenne parce que là, en fait, passer en marquage, pratiquement individuel, du un pour un, tu peux laisser trop de plumes. Mmh, Tu peux laisser beaucoup trop de plumes et tu vois, bon, si je dois citer un joueur, par exemple Greenwood, si tu arrives à lui faire sur un pour un, il va perdre de la lucidité offensive aussi. mmh. Donc tu peux perdre entre guillemets, «ton génie», si je puis dire ça comme ça. C'est vrai. C'est ce que je trouve maintenant. Par contre, si on était au mois de juillet, vraiment je trouve ça très intéressant, je trouve. Là maintenant, mois de janvier, peut-être le mois le plus important de l'année peut-être? Difficile. Lilian, pour terminer ce débrief, très large, est-ce que, tu aurais envie de commenter déjà l'aspect mental par rapport à cette, séance de penalty qui, selon beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup d'observateurs, a mal été gérée en envoyant O'Reilly et Traoré, tirer en premier, puis Murillo. Certains se demandent où sont les leaders. Peut-être y a-t-il une explication, sensée à tout ça et ensuite il y a cette stat, qui a sorti l'équipe. L'OM a encaissé 8 buts cette saison dans les 5 dernières minutes d'un match, leur faisant perdre 10 points au total, toutes compétitions confondues. Il s'agit du plus haut total d'Europe. Quel est ton quel est ton diagnostic? Alors je vais répondre à ça en premier. Bah, pour moi, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard du tout et l'année dernière, on avait déjà un peu ces problèmes-là aussi. Donc, alors je ne sais pas comment le résoudre, je n'ai pas de diplôme d'entraîneur, mais par contre, ce n'est pas un hasard et je ne sais pas si c'est l'aspect mental, je ne sais pas si c'est l'aspect tactique, j'en ai aucune idée. C'est très difficile, je trouve, à diagnostiquer ce genre de truc, mais en tout cas, il y a, heu, potentiellement une sorte de relâchement, dans les dernières minutes et ça devient trop récurrent pour un club qui est ambitieux, en fait. L'année dernière, il y avait déjà ces problèmes-là, ça n'est toujours pas, géré. Il y a un monde où dans les mois qui arrivent, ça arrive encore. C'est difficile et Allez, pour, pardon, ah vas-y. vas-y, Je croyais que tu vas-y. avais fini. Vas-y, Non, vas-y. pour les pénaltys du coup. Bah, pour les Allez. pénaltys, beh, écoute, soi-disant, on les avait travaillés, mais bon après les pénaltys, bah, c'est pas une science exacte. Heu, je trouve que j'aimerais parler des réactions en fin de match, le fait qu'il y ait des joueurs,
qui pleure et tout, tu te dis que les joueurs sont impliqués, mais en même temps, j'ai envie de te dire: «Ouais, mais il faut aussi garder la tête haute aussi», tu vois? C'était qu'un trophée des champions entre guillemets, donc j'aurais aimé plus de poigne, si je peux dire, en fin de match. Après, c'est vrai que quand j'ai vu les tireurs, j'étais assez étonné. Je pensais pas, que des joueurs comme Amad Junior, Traoré ou O'Reilly ou même Murillo, auraient tiré en premier. Alors est-ce qu'il y a eu des pépins physiques sur la fin qui fait que, peut-être que les cadres ont dit: «OK, là, j'ai une petite blessure, je le sens pas», mais ça, on le saura jamais. Mais c'est vrai que sur le papier, c'était assez énigmatique, cette histoire, de tireurs de penalty. En plus, malheureusement pour eux, bah, la majorité ont raté, donc en fait, on n'a même pas existé dans cette séance de penalty et c'est dur. C'est dur, mais bon, c'est les penaltys. Je sais pas si c'est vrai le truc comme quoi le PSG n'avait pas bossé les penaltys et nous, oui. Si c'est vrai, bah, ça fait tâche, quoi, alors après, voilà, c'est les penaltys, il suffit que tu as un gardien qui sort le match de sa vie, ce qui a été le cas avec Chevalier et puis voilà et tu peux rien faire. Après ça change pas qu'on a fait un bon match dans l'ensemble, tu vois? Après on a perdu, hein. Très agaçant, c'est vrai, Chevalier. Ariles, toi, pour toi, ces dernières minutes, ces buts pris à la dernière minute, c'est un problème de concentration? On fait un débrief très large, hein, c'est parce que ça fait plaisir d'avoir Ariles, ça fait longtemps qu'il était pas là et voilà, ça fait plaisir d'entendre, tout Bah, ça. surtout quand tu vois les points que ça te fait perdre. Parce que encore si les buts qui interviennent, je sais pas, c'est le but du 3-1, que tu perdes ou que ce soit l'adversaire qui mette justement, son seul but du match, on s'en fout, on va dire. Hein, la stat, elle est pas si importante, mais quand tu vois que ça concerne, le match contre Lyon, que tu perds 1-0, le match contre Rennes, que tu perds 1-0, le trophée des champions, le match contre Angers-Toulouse. l'Atalanta, ça commence déjà à faire beaucoup de points dans plusieurs compétitions et ça fait un trophée. Donc il y a un véritable problème parce que c'est en fait, c'est des buts que tu encaisses qui coûtent des points. C'est pas des buts qui, peuvent potentiellement changer le cours du match, mais non. Mmh. C'est ça qui est problématique dans cette statistique. C'est que non seulement tu prends beaucoup de buts dans les dernières minutes, plus que les autres équipes d'Europe, mais quand tu fais le récapitulatif de ces buts, tu te rends compte que pratiquement tous ces buts sont importants. C'est là où sincèrement cette stat elle fait peur et la stat qui fait encore plus, délirer, c'est justement cette stat sur les tirs au but. Enfin, c'est 9 sur 12, c'est ça? C'est Enfin, je veux bien que les tirs au but, ce soit pas une science exacte et qu'il y ait une part de loterie, mais franchement, c'est honteux. Sincèrement, c'est honteux. Bon après, les 12 dernières, bon je pense que tu prends 10 séances de table, tu remontes, 6 saisons, 6-7 saisons en arrière donc Bien sûr, ouais. on s'en fout un peu, mais prenons juste les 2 dernières. C'est la dernière, il me semble que c'est contre, Lille, en Coupe En de Coupe de France l'année France. dernière. c'est vrai. Je me rappelle du penalty de Jonathan Auroux. Ouais. Et quand je regarde le penalty de, O'Reilly, qui est le premier tireur, si je dis pas de bêtises C'est hier, ça, ouais, très mal tiré. je vois la je sais pas, j'ai l'impression de voir la même attitude, de voir le même penalty, je Ça pose question. je sais pas, ça pose question, et même j'ai en fait, j'ai l'impression elle est expédiée la séance de tir au but. Je sais Bah, pas la comment en fait, enfin les 1ers tireurs, c'est, heu, O'Reilly. Ensuite, c'est qui? C'est, Traoré et après c'est Murillo? Rio et je crois que c'est fini Franchement après. On n'a même et pas existé. Aubameyang Auba C'est Aubameyang qui la sur le point mental, tu mal à voir, ouais, Aubameyang qui voilà. est pas dans les premiers. Enfin franchement la composition des mecs qui tirent les tirs au but, C'est cata. bah, on n'est plus en 2013 pour penser qu'il faut mettre le dernier tireur en dernier, quoi. Mmh. Mmh. Tu prends Enfin le l'ascendant meilleur direct. tireur en dernier, c'est Le PSG l'a mis au milieu, Vitinha tire en troisième. c'est franchement sincèrement, c'est cata, Bon, c'est ça qui montre encore qu'il y a des défaillances qui font que tu peux pas être un club régulier et là dans les moments importants. Parce que quand tu es pas là dans les moments, cruciaux de tes matchs, quand tu dois conserver le résultat, quand tu dois assurer ta victoire, comment tu veux l'être dans un match où tu dois remporter un trophée? Franchement, la dernière action, elle est scandaleuse, la dernière action avant le penalty parce qu'encore une fois, on louait le contenu global. Et c'est rédhibitoire à ce niveau-là, que ce soit Aubameyang qui prend la décision de faire un crochet au lieu de frapper directement.
où, Mmh. l'alignement défensif, et les choix, individuels des joueurs sur la dernière action, tu à la dernière seconde d'un match où tu à rien du tout de remporter ton premier trophée depuis 14 ans et Tu fais un beau enfin, tableau et tu craches dessus après. Ouais, on peut dire que les joueurs, auraient pu considérer ça comme un trophée des champions. La vérité, c'est qu'après le but d'Aubameyang, enfin le but d'Aubameyang, le but contre son camp, De Pacho. de Pacho, tu vois? les joueurs, ils sont debout sur le banc, c'est ce que dit le Ouais, non, reporter en Ligue 1, je crois que c'était Waro, Ouais, et que ils se Medina, tiennent il pleure tous. à la fin du match. Ouais, Donc ouais. faut c'est pas du «je m'en foutisme». Je pense sincèrement qu'il y a un problème, quoi. Il y a un véritable problème. De gestion d'émotions. mmh Ouais, un problème de gestion d'émotions. Et Ouais, c'est étrange parce que tu es censé être l'effectif de l'Olympique de Marseille qui a le plus de leaders comme enfin, qui a un nombre important de joueurs qui ont de l'expérience, que ce soit Rouli, que ce soit Højbjerg, que ce soit, Aubameyang, Pavard et étrangement, c'est ces mêmes joueurs-là qui te mettent en dedans parce que c'est Rouli qui fait l'erreur sur le 1er but, c'est Aubameyang qui démarre cette action. mmh, Heu, c'est que les joueurs qui sont quand même censés, d'une certaine manière, amener, de l'assurance, être importants sur ces matchs-là, c'est eux qui te mettent dedans et c'est problématique. tout à Je fait. pense que lui doit être déçu. Je pense qu'il est très déçu de ses cadres. Ils l'ont Mmh. lâché un peu. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais ils l'ont lâché. Bon et si on essaye de tirer un peu de positif, de cette rencontre dans sa globalité, plutôt du côté garnison, puisque Roberto De Zerbi a enregistré les retours de 3 bons soldats, que sont Medina, Gouiri et Traoré. Est-ce que vous y voyez là, le signe d'une prochaine, amélioration de l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi? On a parlé de la bonne rentrée de Traoré, l'excellent match de Gouiri, le bon match aussi de Medina, même si à la fin c'était un peu juste physiquement. Et aussi on voit quelques moments où il pourrait mieux faire dans la prise de décision, mais c'est quand même de bon augure pour la deuxième partie de saison, Lilian. Oui, quand même, surtout que les joueurs qu'on a cités sont quand même des joueurs avec beaucoup de qualité, tu vois? Gouiri hier fait, je trouve, pour moi, fait un super match. Ahmed Junior Traoré fait une très bonne rentrée et il me semble, j'avais dit il y a quelques semaines que, s'il n'y avait pas de blessure, je pense que Roberto De Zerbi aurait mal à la tête par rapport à Peshao et bah, cette action, ce magnifique centre parce que pour qu'il y ait CSC, il faut que le centre soit parfait. Magnifique. Il est le centre est magnifique et Chevalier sait pas quoi faire et Pacho il sait pas quoi faire et derrière tu as Aubameyang. Donc j'espère que les blessures, vont le laisser, tranquille parce que je pense qu'on a une vraie recrue là. Pour rappel aussi Amad Junior Traoré peut jouer numéro 10 aussi, hein. Donc je pense que je pense que si on enchaîne bien, les 2 prochains matchs, ça peut nous faire beaucoup de bien. On a quand même un effectif de qualité malgré quelques défauts. Alors j'espère que des indésirables partiront, là, cet hiver pour pouvoir, potentiellement, recruter un ou 2 joueurs. Mais bon, même si, on est déçu et on a même fait un très bon match hier, donc moi je suis persuadé que ça va le faire. Enfin, il faut être positif de toute façon. Il faut être positif, je pense que l'entraîneur a été touché, je pense que les joueurs ont été touchés, donc bah, maintenant ils ont qu'à nous prouver qu'ils sont capables d'aller chercher quelque chose. On est encore en lice sur toutes les compétitions, donc c'est positif, ça fait longtemps ouais, un 9 janvier ou voilà, un 9 janvier, on n'ait pas été encore en lice sur toutes les compétitions. C'est vrai. On a beaucoup parlé d'ailleurs de ce mois de janvier et je pense qu'il y a rien de plus positif que d'enregistrer, 3 retours aussi, importants, dans l'effectif, que ce soit au niveau, même du leadership, concernant Medina. Techniquement, Gouiri et Traoré changent beaucoup de choses, je trouve, sur le volet offensif et en plus, tu as la chance que le calendrier soit un peu clément avec toi avant de passer aux choses très, très sérieuses. Donc tu enchaînes Bayeux, Angers. J'ai un peu envie on va dire, tout le temps, tout le monde dit, chaque match est important, mais il y a des matchs qui sont évidemment plus faciles que d'autres. Bayeux, c'est une R1, Angers, ça reste quand même, compliqué. C'est un très bon test avant d'enchaîner, ensuite et peut-être de se roder finalement. C'est comme les humoristes qui vont en rodage, dans des plus petites salles et qui ensuite, font les grandes salles, et donc là, on aura Liverpool, Lens et ensuite le non, il y aura Bruges aussi, effectivement. Il y aura juste après Lens, c'est ça, Bruges et Paris FC. Toi, Ariles, est-ce que tu vois ça aussi d'un œil, positif? Enfin, la question est sans est un peu rhétorique, hein. C'est évidemment positif et comment tu vois la réinsertion de ces joueurs sur le mois de janvier?
Bah, tout d'abord, C'est positif quand tu récupères pour moi, le meilleur offensif du club avec, Greenwood, le meilleur joueur du club. En tout cas, si tu prends sur la dernière année, Amine Gouiri, on a vu son impact, que ce soit, de par son profil, de par sa qualité, franchement, il fait un super match hier et je pense que c'est le meilleur olympien. Tu comprends aussi pourquoi tu as eu un peu plus de mal depuis sa blessure. Tu peux regretter, quand tu es supporter algérien, de ne pas le voir à la CAN, en sachant qu'il joue, avec l'OM. Pour Ahmed Junior Traoré, je pense que c'est un profil qui nous a énormément manqué également sur la première partie de saison. De toute façon, on avait vu ses qualités contre Lyon. C'est un profil beaucoup plus percutant que, par exemple, un Igor Paixão qui est lui, plutôt, on a plus l'impression que c'est un joueur axial qui joue sur l'aile. Là, Ahmed Junior Traoré, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai joueur de couloir, même si lui aussi il peut jouer dans l'axe, il peut jouer en tant que 10, mais un joueur qui fait un peu plus de différence. Et non, son entrée, elle est bonne. Et pour Medina, bah, je trouve qu'il fait un bon match. Bon, il y a quelques erreurs, mais il fait son retour, quoi. J'ai bien aimé également son agressivité, sa malice aussi dans certaines situations où il avait l'intelligence de faire faute, des fautes tactiques intéressantes quand il était dépassé. Sa capacité aussi à gagner des duels parce que, c'est typiquement ce qu'on a vu de lui à Lens et je pense qu'il était bien à l'aise dans cette défense à 3 parce qu'il a justement l'habitude de jouer là-dedans. Et non, 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 franchement, c'est une bonne nouvelle d'avoir récupéré ces joueurs et ils vont bien évidemment avoir toute leur importance. Medina, à voir si tu conserves un système à 3 et au retour de Naïef Aguerd, s'il va jouer. Parce que, ça voudrait dire que tu aurais une défense, si tu continues à 3, tu aurais 2 gauchers dans ta défense. On sait que, Medina, c'est un excentré, donc peut-être sauter Pavard. Et replacer Balerdi, axial droit parce que moi, si actuellement je saute quelqu'un en défense, je saute Pavard Mmh. et si tu continues, à 4, pour moi actuellement latéral gauche, Emerson Palmieri, il est inamovible donc à voir. Est-ce que tu fais une conc est-ce que tu renforces la concurrence au niveau de tes centraux? Mais en tout cas voilà, ne serait-ce qu'au poste de titulaire, tu et puis Ahmed Junior Traoré en termes de profil, c'est très important d'avoir cette diversité-là et surtout d'avoir ce profil-là. De toute façon, avec l'enchaînement des matchs, Ariles en défense, il y aura forcément besoin de souffler et Roberto De Zerbi semble pas vouloir, lâcher sa défense à 5 aussi. Ouais, bah, ouais, oui, oui, je pense que bon après le truc de la défense à 5, enfin je sais pas, on verra dans les matchs qui vont arriver, ça a quand même été un système qui t'avait permis de remporter le match face au Paris Saint-Germain, au mois de septembre, qui t'a permis de faire un bon match face au PSG, qui t'avait permis de faire, une belle séquence, en décembre dernier, début de mois de janvier. Je suis pas si dubitatif que ça sur le système. Encore une fois, De Zerbi, c'est un coach qui fait énormément d'adaptations, sur la phase défensive sans ballon, là où avec ballon, ça ressemble toujours à peu près à la même chose. En tout cas, dans la structure principale. Mais on verra quand on aura l'effectif au complet parce qu'il faut pas oublier que depuis le début de saison, tu as pratiquement jamais eu l'effectif au complet, que ce soit, justement à cause des blessures qu'on vient de citer ou à cause de la CAN. Mmh. Donc, on verra dès qu'Aguerd reviendra, l'équipe qu'il mettra en place, en sachant qu'il y aura des échéances, assez importantes sur lesquelles on pourra directement le tester, notamment Liverpool, notamment le match contre Lens. 2 matchs qui vont s'enchaîner, qui vont être cruciaux et puis le PSG qu'on va retrouver, au début du mois de février. Le 8, je crois, Ouais, le 8. ça arrive très, Ouais. très fort. Mmh. Ouais, ça c'est sûr. En tout cas, pour l'instant, le mercato, on a parlé du mercato interne, si tu peux l'appeler, comme ça, a été mouvementé avec 3 arrivées, donc dont on vient de parler. Par contre, le mercato, la vraie fenêtre des transferts, celle où on accueille des joueurs de l'extérieur, heu, est très, très calme, malgré le fait qu'elle soit bel et bien ouverte. La moindre info, évidemment, ne nous échappe pas et il y a eu celle qui a, concerné Pierre-Emile Højbjerg, le plus gros leader de cette équipe devant Balerdi, selon moi en tout cas, puisque le leadership, n'est pas qu'une histoire de brassard. Voilà, le brassard, c'est une chose, mais la vérité, du terrain en est une autre. Il y a des infos qui nous proviennent de l'Italie, comme quoi la Juventus d'Allegri, qui est engagée, elle, dans une course, au podium en Serie A, serait très, très intéressée, La Juventus, c'est, par une venue du Danois. pas l'équipe. Pardon, oui, effectivement, je suis dans le je suis dans le passé. En plus, je m'étais noté Spalletti, mais en plus,
J'aime bien, exactement, j'aime bien Naples, donc j'ai encore, du mal à voir, Spalletti, sur le banc de la Juventus, mais soit. Mais effectivement, la Juventus de Spalletti est intéressée par la venue du Danois et le Danois semble pas insensible au chant des sirènes, italiennes. Est-ce qu'on le laisse partir, pour une grosse somme ou c'est trop risqué de se séparer d'un tel leader, Lilian, à ce stade de la compétition? OK, c'est difficile parce que pour moi, Højbjerg est ultra important par rapport au profil qu'on a aujourd'hui au milieu de terrain. C'est clair. C'est un de tes joueurs les plus fiables, pardon, et je vais aller plus loin. Peut-être que je suis présomptueux, mais pour moi, c'est un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Donc en fait, le problème, c'est que même si oui, je comprends que ça fasse parler ce que je viens de dire, mais je vous jure, sans ballon, ce que fait Højbjerg, c'est assez fou. Je le trouve même meilleur que l'an dernier, moi. C'est le joueur avec le plus d'interceptions en Ligue des Champions, hein, jusqu'ici. Voilà, devant par exemple Nuno Mendes, il a des stats, affolantes, notamment dans les gros matchs. Par exemple, et le truc, c'est que, tu vois, il y a même si on a un joueur comme Vermeeren, perdre Højbjerg, je trouve, par rapport aux difficultés qu'on a actuellement et tout, je trouve que ce serait un mauvais move. Après, malheureusement, on connaît, il y a la réalité du marché et si demain la Juventus, pardon, met 30 millions, tu dis quoi? Tu vas dire non? Moi, Surtout pour un joueur de 29 ans et but moi, du je Maroc. non, j'y crois pas. Je pense que même à 20, il part. Donc en fait, c'est ça le truc. Moi, j'ai pas forcément envie. Je pense que c'est un gars qui veut bien faire, c'est un gars qui a montré son investissement, c'est un leader dans le vestiaire. Le perdre maintenant, ce serait dur. On est déjà le 9 janvier, le perdre dans les 10, 15 jours qui arrivent, ce serait, j'ai pas envie de dire une catastrophe parce qu'on ne sait pas ce qu'on va nous ramener après. Mais dans l'idée, je trouve que ce serait une très, très mauvaise idée de se séparer de Neuer, le notre milieu est pas assez, hem, solide dans les autres profils pour pouvoir se séparer de lui. Et oui, la fiabilité, elle est hyper importante de Pierre-Emile Højbjerg. D'ailleurs, les mots de Roberto De Zerbi avant le match contre Monaco, ça veut tout dire. «J'emmènerai Pierre-Emile Højbjerg partout où j'irai entraîner». Donc ça veut dire que c'est son homme de main le le plus important. Il fait alors certes, il a énormément de défauts, sa mobilité, aussi peu inélégante, je veux dire, accentue un peu, le pas un délit de sale gueule, mais le fait qu'on n'arrive pas à trouver ce joueur, à sa juste valeur, je pense. Mmh. Heu, Franchement, Pierre-Emile Højbjerg, bon, évidemment, il y a le leadership, mais sa qualité de passe, heu, dans la relance et même, son jeu en une touche, et voilà, il prend des risques, il accélère le jeu. Parfois, effectivement, il, le fait pas assez bien, mais là, quand il est en réussite, Pierre-Emile Højbjerg, c'est quand même top 3 meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille, cette saison. Je sais pas ce que tu en penses, Ariles? Est-ce que ce serait risqué de le lâcher, maintenant aussi, Ariles? Bah, oui, sportivement, c'est un joueur qui est assez important. Moi, je le lâcherais plutôt cet été, si la Juventus, est toujours intéressée. En plus, je sais pas si la Juventus, serait prête à mettre un chèque important sur la table. Il est quand même, estimé à 18 millions d'euros. Il va sur ses 31 ans, heu, cette année. Moi, je pense que ce serait pas une bonne idée de lâcher, dès maintenant parce que, dans un milieu qui n'est, pas globalement très fiable, avec un Arthur Vermeeren qui reste encore jeune, qui je pense en termes de qualité et de potentiel est le meilleur milieu de l'Olympique de Marseille, mais en termes de régularité, de certitude, Højbjerg est au-dessus de lui à l'instant T, où Kondogbia va faire un bon match, puis va être blessé pour les 5 prochains, où, O'Reilly est nul. Où Bilal Nadir est un bon joueur en sortie de banc, mais lorsqu'il est mis titulaire et lorsqu'on attend à ce que, ce soit, lui qui fasse des différences au milieu de terrain, bah, c'est pas forcément le joueur le plus satisfaisant, qu'on ait au sein du club. Bah, perdre ton seul patron, parce que c'est un patron aujourd'hui, Højbjerg, vous avez parlé de ses qualités, de milieu de terrain, il y a aussi, ses qualités de meneur d'hommes et de leader dans le vestiaire. Je trouve aussi que franchement, il fait une très bonne saison parce que je me rappelle du match après, enfin des réactions après Madrid où on lui reprochait justement d'être tombé dans la caricature de l'adjoint de Roberto De Zerbi sur le terrain, qui bougeait énormément les bras et qui faisait pas grand-chose. Je trouve qu'il en est rapidement sorti et ce dès le match contre le Paris Saint-Germain où il avait vraiment été très, très bon. Il avait mangé le milieu de terrain parisien. Donc non, non, moi je le lâcherai pas, je le lâcherai cet été si bonne offre, et à par contre, je pense que le secteur du milieu de l'Olympique de Marseille est très problématique, et qu'il va falloir faire des changements,
visiblement cet été, ça va être enfin cet hiver, ça va être compliqué parce que c'est conditionné à des départs et je pense que ça va être compliqué de faire sortir certains joueurs. Mmh. Mais il y a un véritable problème. Certes, il y a une variété de profils parce que tu as un ancien 10 repositionné au milieu avec, Angel Gomez, tu as, avec Bilal Nadir, un joueur qui est plutôt un 8 de base, O'Reilly qui peut jouer, aux 2 postes. Rabiot? Enfin, tu une variété de profils. Par contre, en termes de certitude, je trouve que tu as quasiment pas, en fait. Et on a vu Roberto De Zerbi aligner tellement de paires de milieux différentes depuis le début de saison que tu le comprends rapidement. Généralement, dans les gros matchs, ça a été contre Dobia Højbjerg, mais est-ce que c'est pas faute d'autres choix, quoi? Mmh. Heu et parce que, sur du court terme, enfin sur une opposition, Kondogbia a été très rassurant, mais par contre, enfin, c'est un joueur qui est capable de tuer un match, sur une seule situation, en dépit de sa bonne prestation, ne serait-ce qu'hier sur le but encaissé face au Real Madrid et c'est problématique. Donc en fait, quand tu as aussi peu de certitude, tu peux pas te séparer de ta seule once de certitude à ce poste-là. Donc non, je vends pas, je vends pas. Après si quelque chose Tout à propose fait 30 d'accord. 000 000, bien évidemment que je vends, mais C'est vrai. ils poseront pas 30 millions quoi. Mais en tout cas, comme tu as dit, au milieu, on a un besoin et s'il y a pas de donc c'est ça les infos, les dernières infos en tout cas, qui nous parvenaient, c'était que tant qu'il y a pas de vente, Abdelli vient pas et ça me permet d'enchaîner avec, le sens des arrivées et ça rejoint ce que tu disais, Ariles. Abdelli aurait choisi l'OM, en dépit de l'Olympique, lyonnais. Bon, il y a eu, certaines tergiversations, mais voilà, apparemment, il y a un amour d'Abdelli pour l'OM et Massi Yazone aussi, puisqu'on se permet un peu d'ego trip, sympathique, puisqu'il avait offert son maillot à Riles, à l'occasion de Angers, enfin QRM Angers au stade Robert Diochon, de Rouen, en coupe de France face à QRM. Big up d'ailleurs à tous les Rouennais, j'en profite, plus belle ville de France, mais bon, l'international algérien avait le choix entre l'OM et l'OL. Selon Foot Mercato, son choix donc se dirigerait vers, Marseille. Lilian, est-ce que, c'est un bon choix selon toi? Est-ce que tu as envie de le voir venir? Est-ce que tu regretterais s'il n'y a pas de départ justement et qu'on soit obligé de le voir, dans 6 mois? Parce que son entraîneur quand même, Alexandre Dujeu, a dit que ce serait une très mauvaise nouvelle, donc il y a quand même, Angers qui fait la pression pour, le garder. En tout cas, le staff d'Angers, serait pas très content de cette nouvelle. Par contre, pour les caisses, le voir partir libre, bah, ce serait un enjeu aujourd'hui pour Angers de voir de quand même de renflouer certaines caisses pour 5 millions. Voilà, c'est quand même une valeur marchande pour Angers. Est-ce que ce serait un bon choix selon toi? Et voilà, la question c'est ça, c'est est-ce que tu veux le voir arriver maintenant? Puisqu'on n'a pas trop de certitude au milieu. OK, alors déjà, il faut savoir que pour moi, si on l'achète 5 millions alors qu'il reste 6 mois de contrat, je suis pas fan, déjà, ça, il faut le savoir. Mais outre ça, je pense que ce serait une bonne recrue, même si Angers ne va pas le laisser partir facilement maintenant. Mais en même temps, il y a l'histoire des droits télé, ils sont en galère d'argent. Je pense que ça peut être intéressant. Maintenant, heu, même si moi j'apprécie énormément le joueur, je ne pense pas que ça va transformer cette équipe. Je pense pas que ça va transformer cette équipe maintenant. Il pourrait nous faire beaucoup de bien. Je pense qu'en Ligue 1, il a quand même montré énormément de choses. Je pense qu'il a beaucoup de qualités. Il a aussi des défauts, notamment sans ballon. Donc je me dis: «Est-ce que par rapport à l'équilibre» c'est peut-être mon seul doute, c'est est-ce que par rapport à l'équilibre de l'équipe, est-ce que son jeu sans ballon va pas être un petit handicap supplémentaire? Je me pose la question. Et par contre, c'est un joueur très élégant, balle au pied, je pense qu'il a pas grand-chose à prouver pour ceux qui regardent la Ligue 1. Je suis plus chaud de le prendre maintenant que dans 6 mois. Parce qu'on sait qu'avec, l'Olympique de Marseille, ça va très vite. Il suffit que tu te rates quelques mois pour, qu'on te mette dehors. On le voit avec Angel Gomez, parce que je pense que s'il y a une offre, ne serait-ce qu'à 8 9 millions ça part, je pense. Donc, je pense que le prendre maintenant pour peut-être 1 à 2 millions ce serait pas déconnant. Mmh. Ça va pas changer l'équipe, mais ça pourrait nous faire du bien. Après, même si moi j'aime beaucoup le joueur, si l'Olympique de Marseille ne le prend pas pour prendre quelqu'un de plus expérimenté, à haut niveau, mais je saute direct. Je saute direct. Mais, en plus, comme tu l'as dit, sans ballon, c'est un peu compliqué. Ah, Et à Angers, il a des mecs qui courent pour lui, hein, Belkebla, Mouton, Belkacem, le Marocain, qui sont assez bons là-dedans. Hem, bon, pour, les distances parcourues et cetera, Imad Abdelli, c'est pas
C'est pas forcément d'ailleurs ce qu'attend je m'interroge sur, ce qu'attend vraiment Roberto De Zerbi si jamais il voit débarquer un Abdelli et qu'il voit qu'il court pas trop. Je me demande vraiment si c'est compatible. En tout cas, avec ballon, c'est sûr qu'Abdelli est un joueur très, très soyeux. Heu, le mec, bon là, j'ai devant les yeux un graphique de Datascout qui dit que c'est rare d'avoir, d'aussi bonnes data dans une équipe avec 42 de possession de balle et en termes de dribblés réussis, courses progressives, passes progressives, même passe vers la surface et passe réceptionnée, le mec est dans le gratin. Voilà, donc après cette piste, je la trouve un peu paradoxale justement par rapport à ce jeu sans ballon. Je sais pas si toi, Ariles, tu mets autant de réserves, même s'il y a Højbjerg qui court quand même pas mal à côté. Est-ce que tu penses que c'est, le profil prioritaire? Et tu m'avais parlé d'un autre profil peut-être? Heu, Profil prioritaire, je pense pas. Je En tout cas, pense au milieu de terrain. qu'on aurait plutôt besoin d'abattage défensif, et d'un joueur complet, mais surtout centré sur l'abattage défensif et je trouve que c'est un profil qui se rapporte beaucoup plus dans l'effectif actuel à celui d'Angel Gomes, Mmh. parce qu'il y a aussi une trajectoire à peu près similaire en termes d'évolution dans l'utilisation et le positionnement. Angel Gomes et Abdelli initialement sont tous les 2 des numéros 10 qui sont redescendus plus bas sur le terrain justement pour apporter, à travers leur qualité, et leur vision de jeu. Sauf que, Abdelli physiquement, même si en termes de course, on a une problématique qui est assez similaire à celle d'Angel Gomes et en termes d'abattage défensif aussi parce que ce sont des 10 originaux, à l'origine. Il y a peut-être, avec Abdelli un profil qui est physique, qui est un peu plus, imposant, on va dire et plus grande taille, donc ça doit être un peu plus facile pour lui, dans les duels. Moi Je me rappelle. je trouve que c'est, une bonne pioche. C'était une opportunité de marché, il était en fin de contrat. Je parle à l'imparfait parce que, c'est fait quoi, il va signer à l'OM. Maintenant, il faut savoir si ce sera au mois de juillet ou si ce sera, en janvier. Visiblement, Angers a des réticences pour le laisser partir, dès le mois de janvier. Mais voilà, c'était une opportunité de marché. Ça faisait un bon petit temps qu'il était suivi par l'Olympique de Marseille. Il peut jouer en 10, il va ramener de la créativité. Ça peut être un très bon joueur de rotation. Maintenant, si c'est pour ce mois de janvier, je pense que ça doit être conditionné à un départ, à celui d'Angel Gomes, parce que je vois pas l'intérêt d'avoir les 2 profils maintenant. Et si c'est pour, cet été, bah, c'est très bien, si tu fais des choses intéressantes à côté. Si c'est ton titulaire l'année prochaine, c'est quand même un peu problématique. Mmh. Il faudrait restructurer le milieu de terrain, quoi. Mmh. Après pour le profil que j'avais évoqué, moi, c'était clairement pour être titulaire. En fait, je le voulais déjà cet été, c'était Hichem Boudaoui, Mmh. de la même origine. Bon, bah, on va peut-être me traiter de communautariste, mais, si on n'avait pas fait Abdelli, je l'aurais quand même fait. Bah, d'ailleurs, les 2 joueurs font la CAN, il y en a un qui est titulaire et Abdelli va peut-être l'être là, justement, sur le quart de finale face au Nigeria parce qu'Ismaël Bennacer, s'est blessé face au Congo. Mais, Hichem Boudaoui, que ce soit par les prestations qu'il fait avec, l'OGC Nice en Ligue 1, dans un collectif qui est dégueulasse, ou, la CAN qu'il est en train de prendre et la dimension qu'il est en train de prendre avec l'équipe d'Algérie, je trouve ça scandaleux que l'Olympique de Marseille n'ait jamais fait d'offre à l'OGC Nice n'ait pas fait d'offre à l'OGC Nice sur les 6-12 derniers mois parce Mmh. qu'il Ah mais réglerait oui, beaucoup de problèmes à l'Olympique de Marseille, que ce soit, dans l'activité, qu'il a, sans le ballon, que ce soit dans ses qualités techniques. Parce que franchement, techniquement, Hichem Boudaoui, c'est un joueur qui est supérieur à tous les milieux de terrain de l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui a une vision de jeu, qui est capable de se projeter, qui a peut-être le défaut justement de ne pas être bon, face au but et de jamais tenter, de frappe. D'ailleurs, on l'a vu aussi pendant cette CAN, mais c'est un joueur qui est créatif, qui est un peu complet au milieu de terrain, qui a des défauts bien évidemment, et qui coûte pas tant que ça. C'est un joueur sincèrement, j'avais entendu par exemple Nabil Djellit en parler, Big up je sais plus Nabil. si c'était dans un tweet ou dans un space. Il avait dit que Nice pour 10 millions d'euros, il pouvait le laisser partir. C'est le Rongier algérien, en fait. Et ouais, non, Je c'est rigole, non, je rigole, je rigole. je non. pense pas que ce soit un meilleur joueur de football que Rongier, Oui, oui, totalement. mais Ah oui. c'est un joueur qui est arrivé à un âge de maturité parce qu'à Nice, il a souvent été, sur le banc, des fois titulaire, on l'a vu être utilisé en tant qu'ailier. Sincèrement, je comprends pas comment on n'a toujours pas fait d'offre à l'OGC Nice pour Mmh. Hichem Boudaoui. Mmh. C'est Je vrai. comprends pas parce qu'il ferait énormément de bien à l'OM et sinon voilà pour Abdelli, bah, voilà, Bah, pas de recrue, mais ça rend le maillot quand même, Ariles. ouais, ouais.
Ouais, 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 ça C'est vrai que Ortega, ouais, Valentin, c'est oui, vrai que c'est vrai. ça fait C'est vrai. plaisir. Mais en plus, il a la belle histoire, c'est que c'est un supporter de l'OM Voilà. et je pense qu'au moment où, justement, il nous passe le maillot, je pense qu'à ce moment-là, il se voit jamais à l'OM, même s'il était déjà un peu suivi dans sa tête, je pense que c'était impossible Mmh. et c'est une belle histoire. Après, il a aussi un côté joueur frison. Quand tu regardes Angers et que tu vois Abdelli faire ses râteaux, je trouve que c'est un vrai beau joueur à avoir joué. Heu, je me rappelle justement du dernier match contre l'OM au Vélodrome, il avait fait une super rencontre et non, j'attends de voir sous le maillot olympien, mais c'est sympa de le voir à l'Olympique de Marseille et en plus, tu Lyon de faire un joli coup parce que bon, pour Lyon, ça aurait Ah été un pour petit Lyon, peu ouais, c'est plus pas pareil, important hein. que nous, Ouais. mais c'est sympa. Bon, on va conclure, cet épisode, ce 29e épisode de Dans la zone avec, le sens des départs. Il y a Vaz qui est pressenti du côté de l'AS Roma. Bon, ce sont que des rumeurs à ce stade-là. On parlait du fait que Gomez et Egan Riley seraient, potentiellement, alors ce sont les 2 recrues qui ont été, prises, en contrat libre, c'est-à-dire qu'elles ont coûté, 0 €, peut-être une grosse prime à la signature, mais bref, elles nous ont coûté, nada. Donc voilà, ces 3 joueurs seraient, sur le départ. Est-ce que Lilian, toi, t'en vois d'autres? Et est-ce que déjà tu trouves ça, cohérent, dans la construction de l'effectif pour la deuxième partie de saison, que ces joueurs soient pointés, heu, comme ceux priorisés pour un départ? OK, donc je vais commencer par, tu parlé de Robinho Vaz en premier. J'ai parlé de Vaz, j'ai parlé de Gomez et Gana Riley ensuite. Et est-ce que tu vois aussi peut-être d'autres besoins, que ce soit financièrement ou sportivement, hein, d'ailleurs? Bah, déjà pour Vass, je trouve ça, cohérent par rapport au marché actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un numéro 9 qui te met 3-4 buts à 16, 17, 18 ans, tu peux le vendre très, très cher parce que oui, si, Robinho Vaz, part pour 20 ou 25 millions, ce sera une vente exceptionnelle et je n'ai pas peur de le dire par rapport à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille n'a jamais réussi à faire ce genre de vente pour ce genre de joueur-là. Ça me paraît assez fou parce que je pense que Robinho Vaz, même s'il a montré de très belles choses, est un joueur qui peut progresser, mais qui est un petit peu limité aussi. Bravo à lui, bravo pour tout ce qu'il a fait. Il a réussi à rendre des services, mais ce n'est absolument pas encore, du niveau de Pierre-Emerick Aubameyang ou Amine Gouiri. Mais je pense que ça va être un super joueur, hein. Donc voilà, je pense que si demain il y a la Roma qui arrive avec 20 millions d'euros, je pense qu'il faut l'accompagner à Marignane. Ça aura été une réussite pour l'Olympique de Marseille parce que même s'il a raté des Il choses, peut y aller voilà. tout seul, hein. Il Il est autonome, il est majeur et vacciné. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense quand même que son passage à l'OM a été bon. On parle d'un joueur de 18 ans. Il n'y a pas beaucoup de joueurs à 18 ans qui arrivent à servir, l'équipe première comme ça, à l'Olympique de Marseille. Donc ça, je tiens à le souligner quand même. Je suis moins dur que qu'Ariles sur le coup. Mais maintenant, oui, évidemment, il faut qu'il parte à ce prix-là. Il faut qu'il parte. Faut pas prendre le risque qu'il reste 6 mois, qu'il montre beaucoup moins de choses, qu'on voit encore plus ses défauts. Je vais un peu le comparer à Luis Enrique. Luis Enrique, on l'a vendu au moment parfait. Avant qu'on se rende compte qu'en fait, même s'il a des qualités, il a aussi beaucoup de défauts. Donc oui, il faut le vendre. Par rapport à Angel Gomez, ben, moi, je n'ai jamais été séduit par Angel Gomez, même si je comprends que le fait que la direction l'ait pris parce qu'il était libre, donc je leur en veux pas. Mais voilà, les problèmes qu'il a à l'Olympique de Marseille, c'est les mêmes qu'il avait à Lille. Je suis pas choqué. Je pense qu'il faut qu'il trouve un autre challenge ailleurs. Donc voilà, pareil, il faut que ça parte le plus vite possible. Je pense que vu qu'il est anglais, il doit avoir sans doute des touches en première ligue ou en championship, ce qui se Mmh. rapproche peut-être de son niveau. Voilà. Et c'est dur, mais bon, Non, c'est pour la punchline. C'est pour la punchline. Non, mais non, 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 c'est pour la punchline. Non, non, alors, mais je pense que pour le coup, il peut vraiment avoir des touches, de club, peut-être de bas de tableau de PL. Il est anglais, donc on sait que les Anglais, ils surveillent les joueurs anglais, donc c'est un Blackburn et Reading notamment. Tu sais les clubs en carrière FIFA que tu affrontes en FA Cup. ouais, fait que Tu sais même les logos, tu les retiens et c'est vraiment les clubs de championship qui monteront jamais en première ligue. Tu as l'impression qu'ils sont bloqués. Non mais hors de vanne, Angel Gomez, c'est un joueur qui a du talent et je pense que, dans une équipe qui tourne et qui a peut-être des titulaires un peu plus, enfin qui est un peu mieux structuré quoi, qui a des vrais titulaires où c'est vraiment un remplaçant et tu as pas autant besoin de le voir, ça aurait pu être intéressant. Maintenant, il y a une problématique avec lui, c'est que c'est un joueur qui est repositionné et qui a des lacunes naturelles, en fait. C'est que physiquement, bon, je sais pas quelle est sa taille officielle,
mais il est condamné au menu enfant, dans les restaurants japonais, qui ont comme critère la taille, quoi. C'est ça qui est problématique avec Angel Gomez et c'est-à-dire, son efficience sur le plan défensif, les duels aériens. Par exemple, si contre le Paris Saint-Germain, tu avais maintenu cette stratégie, de faire un pressing haut et de jouer les seconds ballons avec lui au milieu de terrain, bon, ça aurait été très problématique parce que, justement, pour gagner des seconds ballons ou même les premiers ballons, c'est C'est dur. c'est compliqué, quoi. Mmh. Et non, donc Angel Gomez, il faut bien évidemment s'en séparer. Egan Riley, C'est peut-être moins la priorité, non, Riles? de quoi? De s'en Egan séparer, Egan Riley? Riley, ouais. Bah, je comprends pas trop parce que lui, vraiment, c'est un joueur qui, dans le profil, collait véritablement au football de Roberto De Zerbi, qui avait fait des débuts très intéressants. Je me rappelle que sur la prépa, on le voyait même comme un joueur qui allait s'installer en tant que titulaire et il y avait des comparaisons avec Balerdi qui disaient que bon, bah, il allait sauter Balerdi et bah, Faut peut-être lui, lui il laisser faut du peut-être s'en temps. séparer, au mois de janvier. Je pense que il est victime du fait qu'on ait, énormément recruté en défense et qu'on ait pris des joueurs d'expérience et du coup, il ait pas eu son mot à dire et que lorsqu'il a fait des entrées ou lorsqu'il a été titulaire, après l'été, après son rouge à Lyon, ça a été assez compliqué. Mais moi, il y a une dynamique sur laquelle je veux revenir et que je trouve ça assez inquiétante, c'est qu'on parle quand même de 2 joueurs qui ont été recrutés cet été et qui repartiraient encore au bout de 6 mois. Quand, l'année dernière, tu as déjà fait ça avec Ismaël Koné, Elie Ouahi, Lilian Brassier, Luis Felipe en janvier, Amar Dedic en janvier, et j'ai l'impression qu'il y a une tendance à l'Olympique de Marseille. À un moment, les joueurs, ils partaient au bout d'une saison. Faut se dire une saison, il faut une saison complète. Heu, je sais pas, tu prends, Alexis Sanchez, la saison Tudor, tu as beaucoup de joueurs qui Ils partent sont au bout en d'un aussi. an. Mmh. La saison 23-24, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Aubameyang, c'est au bout d'un an, quoi. Mais là, 6 mois, c'est Renan Lodi, par exemple, je trouve que c'est une tendance qui est assez inquiétante dans un club de football. Alors encore avant, on pouvait dire qu'on faisait des erreurs sur le recrutement, heu et que c'était un problème, on va dire, récurrent. Là, j'ai l'impression que ça relève, de la structure du club, quoi. Ce qui est C'est bizarre, parce que moi je te coupe, mais la communication du club, ils en ont une sur ça. Ils ont dit que oui, maintenant on allait être plus stable, pardon, mais on se rend compte que non. Donc le problème, c'est que là, si on dit ça, ils vont nous dire: «Oui, mais vous nous laissez pas le temps». Donc c'est ça, en fait, que je comprends pas, bah, les moi joueurs non plus, on leur laisse pas trop le temps. Après, je pense que dans le cas d'Angel Gomez, oui, bon, c'est un joueur tout simplement qu'on aurait pas dû recruter ou plutôt qu'on aurait dû mieux entourer. C'est encore une fois, on aurait dû avoir des titulaires un peu plus rassurants. Honnêtement, le milieu de terrain, on s'est affaibli, quoi, par rapport à la saison passée, avec l'affaire Rabiot, après le c'est départ de Rongier. Tu réussis quand même, à t'affaiblir et derrière les joueurs que tu prends, là, on parle des joueurs qui doivent partir. Je ne sais pas si on peut casser le prêt d'O'Reilly, mais il faut le faire. Mmh. D'ailleurs, enfin, quand même, dans les joueurs qui sont prêtés, le premier pour qui une rumeur a été évoquée concernant un achat définitif, c'est O'Reilly. Ouais. Mmh. C'est ouais, dès le inquiétant, début, ouais. sincèrement. Alors qu'à côté, tu as Vermeeren. Ah mais Alors que quand Vermaelen, même, tu as Vermaelen. mmh, Que Bon, après, je sais non, pas ce mais que, ce que vaut vraiment cette info. oui. ouais, Surtout qu'elle était il y a signée il y a après juste quelques au matchs. moment où on se parle, il y a une info de Di Marzio qui dit qu'on est intéressé par un joueur du Partizan Belgrade, J'en ai marre des rumeurs sur les ailiers, là. Je te jure, elles ont ni queue ni tête. Ognjen Ugrezic. OK, je connais pas perso. Oh, je connais pas non plus. C'est J'ai d'autres choses à faire que regarder le Partizan Belgrade. Faudrait trouver un expert, peut-être. Je sais pas si ça existe des experts. Ouais, en tout cas, c'est un joueur qui est valorisé à 15 millions d'euros apparemment. Donc, Ouais. mais en tout cas, il y a une problématique qu'on peut citer, c'est que l'Olympique de Marseille, non seulement on a eu l'information comme quoi on devait faire sortir des joueurs pour faire Abdelli, mais en plus on cherche à vendre des joueurs qui ont une certaine cote sur le marché. Donc, on peut se poser la question des finances du club. Pablo Longoria, avant le mercato, lors de la conférence de presse de bilan d'avant-saison, avait parlé du fait qu'on allait devoir céder des joueurs Mmh. et devoir faire rentrer de l'argent dans les comptes. Il y a quand même des questions à se poser sur les comptes de l'OM et heu, sur cette capacité à pouvoir faire des ajustements au mois de janvier, parce que j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. J'ai l'impression que c'est pas du tout le cas.
Donc voilà, je pense qu'à part des mouvements de sortie et l'arrivée de Imad Abdelli, Il n'y aura pas grand-chose. Ouais, je suis peut-être d'accord. un 10, hein, peut-être un 10 si tu fais une grosse vente avec Vase. Et je vois pas énormément de mouvements. Plus garder pour cet été peut-être aussi, hein. Moi je Après, vois ouais, l'hiver, ça a toujours été ça parce que quand tu prends l'exemple de l'année dernière, Dedic et Ismaël Bennacer arrivent en prêt. Peut-être, Boulaye. Ouais, mais c'est parce que tu vends Wai et tu réinvestis, je pense. Donc, Ouais, c'est des mercatos d'ajustement pour Pablo Longoria. Il y avait qu'un seul mercato où tu avais vraiment envoyé la patate sur le mercato d'hiver et ça avait été 3 gros flops. C'était Malinowski, Vitinha et Azdin Ounahi en 22-23. mmh. mmh. Non, je pense que sur les finances, je pense pas qu'il faille, être alarmé plus que ça. Je pense que c'est plus une question de philosophie, de comportementale, en tout cas sur le mercato hivernal. Ouais. Voilà. Est-ce que, bon, on est déjà à 1h10, mais c'est normal, on a pris le temps d'évoquer, pas mal de choses, ça rend ce DLZ numéro 29 très complet. Est-ce que Ariles, Lilian, vous vouliez évoquer, d'autres choses avant qu'on clôture, cet épisode? C'est bon? Bah, juste, Juste, je pense que c'est le coup de l'émotion, mais là, je trouve que la sortie de Mehdi Benatia quand il fait allusion à son avenir, je sais pas si on avait vraiment besoin de ça à ce moment-là. C'est vrai. C'est en fait le problème pour moi de cette déclat, c'est qu'en fait, il nous a déjà dit au moins je pense 3 fois qu'il n'était pas là pour longtemps Ouais. Je pense dans un an, et c'est oui, mais ça à la limite c'est pas grave, il part quand il veut et il y a pas de problème, voilà, les dirigeants, partent et viennent. Mais le fait de là, tu perds une finale et tu remets ça sur la table en disant: «Oui, mais vous verrez». Tu fais en fait, quand il fait allusion au fait que dès qu'il y aura quelqu'un d'autre, ben vous voyez, ça va être pire, en fait. En fait, c'est ce qu'il veut dire et je trouve que à ce moment-là, j'ai pas trouvé ça ouf, en fait. mmh. Je pense que c'est l'émotion, voilà, on est tous humains, attention, mais je trouve que c'est bon, tu nous l'as dit, je pense 3 fois en interview. Il me semble même que quand il est arrivé, il avait fait une interview à RMC genre un mois après et il avait dit: «Oui, non, mais moi je suis pas là pour longtemps». Mais ce qui est assez paradoxal parce qu'il dit vouloir marquer, son temps à l'OM et Oui, bah, bon, après on s'en souviendra un petit peu, mais voilà. Il nous a emmené Rabiot, voilà, il emmène De Zerbi, tout ça. Bon, on se souviendra, mais bon, je pense que tous les 6 mois ou les 3 4 mois nous faire allusion comme quoi il va partir, bientôt et qu'il ne va pas rester que 10 ans à l'Olympique de Marseille, je trouve que, voilà, on a compris. c'est mal placé, c'est malvenu. Mais je trouve que dans ce contexte-là de ce match, où tu perds une finale, où tu joues plutôt bien Mmh, et que tu as l'air agacé en disant: «Mais de toute façon, on me laisse pas le temps». Alors sachant que moi, Lilian, je pense que les supporters de l'OM n'ont jamais été aussi dociles que maintenant, mmh, que depuis genre quelques années, je le pense. Je trouve qu'on a évolué, alors en bien ou en mal, ça je laisse les gens décider, mais on a beaucoup évolué. Donc c'est moi, vrai. j'ai du mal quand on te laisse le temps. Alors oui, il y a la pression, il y a pas de problème, hein, ça y est toujours. Mais j'ai un peu de mal quand je pense aux supporters de l'OM et que je me dis: «OK, là, tu es en train de rabâcher qu'on te laisse pas le temps», parce que c'est ça le sous-texte de son histoire. On ne laisse pas le temps. Quand il dit: «Vous ne me laissez pas le temps», c'est les médias et c'est nous. Donc écoute, moi je trouve qu'on laisse le temps. Oui, les médias seront toujours à côté de l'Olympique de Marseille parce que ça fait vendre. Il le sait très bien. Il a été professionnel dans le foot. Ça a été un très grand joueur. Donc il sait. Mais maintenant, c'est bon. Il va pas nous le dire toutes les 6 semaines. Quoi, dans 3 mois, il va nous le redire encore. Ben, on a compris, on le sait. On sait. Et merci d'être là. Mais si tu veux partir, pars. Je sais pas s'il veut partir, mais en tout cas, je trouvais que c'était déplacé à ce moment-là. C'est un coup de Voilà. gueule que je vois là. Non, parce qu'on peut réagir sous le coup de l'émotion, mais il a beaucoup réagi sur le feu de l'émotion. Tu vois ce que je veux dire depuis qu'il est là? Moi, j'ai pas de mal avec ça, mais là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment mal placé. Tu vois? Surtout qu'il y avait rien de grave, quoi. C'est On a vrai. perdu, d'accord, c'est bon, on a perdu, OK, ça va. Il y avait le spectre de la défaite contre Nantes parce qu'il en a reparlé. Il a dit, après Nantes, tout était à jeter et je pense que je lui reproche cette instantanéité de la réaction, de la part des Tu vois? Mais même quand il dit ça, c'est pas vrai. Quand il dit ça, c'est pas vrai. Genre, typiquement, oui, alors il y a eu toujours, bon, on connaît des médias qui critiquent et c'est leur boulot d'analyser et juger. Le match contre Nantes n'était pas bon. Mais le match contre Nantes était pas bon, mais personne n'a dit: «Oh là là, l'OM, il faut qu'ils vendent tout le monde, il faut que tout le monde dégage». Personne n'a dit ça. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. D'ailleurs, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à le dire, hein, parce que moi, j'ai pas vu ça. Alors, j'ai vu des grosses critiques, oui, mais j'ai pas vu de tout ça. Donc, tu vois, là, c'est peut-être la 1re fois perso que je me dis: «Là, peut-être qu'il a mal réagi». Moi, j'étais très clément sur ces trucs d'avant, mais là, j'étais en mode: «Ah, pas maintenant».
Ariles, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Peut-être c'est la remise en question permanente aussi de Zerbi et légitime d'ailleurs, mais peut-être que lui la prend mal. Ouais, après, franchement, sur ça, j'ai pas grand-chose à dire. Honnêtement, OK. sur le fait que c'est vrai que c'est assez étrange qu'il le répète souvent. Surtout là, en l'occurrence, après ce match-là, ça avait, limite le ton, d'un futur adieu. Mais je pense que c'est quelque chose, auquel il faut pas forcément prêter, d'attention. C'est peut-être un outil, communicationnel pour, encore une fois, essayer de maîtriser une frange, des supporters de l'Olympique de Marseille qui reste toujours, explosive et qui peut toujours réclamer des démissions ou déclencher des crises. Et quand tu regardes le calendrier qui arrive, tu peux te dire qu'une crise peut rapidement arriver, quand tu vois les concurrents en Ligue 1, quand tu vois les matchs à jouer, sur ce mois de janvier. Je pense que c'est surtout ça et puis on va voir comment ça va se passer pour les prochains matchs en espérant qu'on récupère Naïef Aguerd, le plus rapidement possible, si possible pour Bayeux. Si le Cameroun fait le job. Mais ça a l'air Pour mal l'instant, embarqué à encore le 1-0, but de Brahim Diaz, mais on sait pas. Brahim très, très fort. Ça se trouve, il sera titulaire contre Bayeux, c'est tout ce que je nous souhaite. L'OM avant tout, bien évidemment. On te croit, Ariles. Petite devinette pour conclure, l'émission. Qui était, à la passe décisive pour Dimitri Payet en 2021 lors du Trophée des champions, contre le PSG et dans quel stade il y avait eu cette défaite, 2-1? Donc qui était à la passe? Oula, Bien joué, Ariles. C'était Bola Thauvin? et Thauvin. Bon, bah, Ariles a niqué le jeu. Le mec est Real, il est trop fort. désabusé. Le mec est une encyclopédie désabusée. C'est quand même assez fort. Le flegme de ce mec. Non, mais merci les gars, c'était un bon DLZ, un long DLZ comme on n'en avait plus fait depuis assez longtemps, mais ça fait du bien parce que déjà il y a le retour d'Ariles que j'ai pas forcément annoncé. Nom du siècle ou quoi? Bah, ça fait plaisir quand même parce que le boy est pertinent comme dirait quelqu'un de la sphère YouTube. Oula. Ferais tu cette prétention? J'aurais pas cette prétention. Et- Mais ben non, voilà, on aurait quand même aimé débriefer un trophée, surtout que je pense qu'en termes, d'occasion de remporter un trophée, il y en a pas mille. tu as pas eu énormément sous ma courte. On espère avoir la coupe de France, mais la Ligue 1, c'est mort pour moi. Enfin, en l'état actuel des choses, dans la dynamique actuelle et je pense que le mois de janvier va venir le confirmer. Mais c'est extrêmement dommage, ouais. Mmh. Bien d'accord. Mais en tout cas, ouais, comme tu dis, c'est dommage de conclure cette émission toujours sans trophée. Mais bah, je vous remercie, Lilian et Ariles, d'avoir participé à ce DLZ numéro 29. On va faire en sorte de le mettre sur Spotify. Il sera évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour plus de vidéos. Je rappelle, si vous voulez commenter, voilà, nous laisser votre avis sur tout ce dont on vient de parler, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On les lit toujours et avec plaisir. Lilian, Ariles, encore une fois, merci beaucoup. Ciao. Allez, l'OM.